gagner. On va passer à une autre séquence avec Faiza Zerouala qui nous rejoint, qui suit la rubrique éducation à Mediapart. Et donc, Faiza, c'est à toi pour un quart d'heure avec Vincent Peillon. Tout à fait. Donc, Monsieur Peillon, vous avez été ministre de l'Éducation nationale de 2012 à 2014. Vous aviez alors toutes les cartes en main. Vous aviez le soutien des syndicats, vous aviez un budget conséquent. Vous défendiez une réforme, donc celle des rythmes scolaires, qui semblait à l'origine faire l'unanimité. Résultat, vous êtes parti avant même la mise en œuvre complète de la loi de refondation que vous avez initiée. Les principaux syndicats ont appelé à manifester contre votre texte. Les profs, aujourd'hui, se détournent du Parti socialiste. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être face à un immense gâchis? Non. Je vous le dis franchement, la réforme des rythmes scolaires, elle n'est pas dans la loi de refondation. C'est un décret à côté et elle concerne le fait de regagner une demi-journée le matin et puis le périscolaire qui ne relève pas... 4 jours et demi. De passer de 4... On a le même temps scolaire, on n'a pas changé, mais il n'y avait plus que 4 matinées de classe, d'accord? On est revenu à 5 matinées, ce qui fait qu'on a écourté les après-midi, ce qui était d'ailleurs une vieille idée des chronobiologistes. Bon. Ça, c'est une question, je vais revenir, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais la loi de refondation, c'est pas ça. La loi de refondation, c'est la première loi dans l'histoire de la République qui dit le but de l'école, c'est de lutter contre les inégalités. Parce que le problème du système français, c'est que, j'entends tout et n'importe quoi, mais il y a 70% d'élèves, ça va très bien l'école pour eux. Il y a 30% qui sont en très grande difficulté. Et comme par hasard, ces 30% sont ceux qui sont d'origine sociale les plus modestes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait... Ça a été largement documenté, toutes les études, évidemment. Absolument, mais c'est la première loi qui en tenait compte et qui se fixait des objectifs. Lesquels? Objectif, c'est de revenir sur la priorité au primaire. Parce que notre système, vous savez, français est très particulier, parce qu'il s'est toujours intéressé à ses élites, et donc on a pensé le système éducatif à partir des grandes écoles ou à partir des grands corps de l'État, et on a négligé, on le voit dans les rémunérations des enseignants, on le voit dans les moyens, le primaire. Donc, priorité au primaire. Accueil des enfants, surtout dans les endroits les plus défavorisés. On l'avait déjà fait sous Jospin, la droite l'avait cassé. Les moins de 3 ans. Réforme des programmes. Introduction du numérique. Dispositif pédagogique du plus de maîtres que de classes que nous avons mis en place à ce moment-là. Formation des enseignants qui avait été supprimée. Et réforme de l'éducation prioritaire. Plus de moyens pour l'éducation prioritaire. Modulation des dotations. Amélioration des conditions de travail des personnels. Et puis, enfin, réforme du collège, dans un sens qui me semble être le bon, et que nous avions préparé, à savoir un temps d'aide et plus de travail par projet, vieille idée d'ailleurs des républicains français qu'ils n'avaient jamais pu mettre en œuvre. Tout ça, je vous le dis tel que c'est, se met doucement en œuvre, parce qu'il faut du temps, c'est compliqué, mais personne ne reviendra dessus. Personne ne reviendra dessus, peut-être, mais par exemple, il y a un député socialiste que vous connaissez bien, Yves Durand, qui a été par ailleurs rapporteur de la loi de refondation. Lui, l'année dernière, il a piloté un rapport parlementaire qui dresse un constat un peu moins positif sur la loi, en expliquant que finalement, cette loi n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Il y avait beaucoup d'espoirs, finalement, qui n'ont pas été totalement satisfaits. C'est pas ça que dit Yves. Il m'a d'ailleurs évidemment appelé, Je résume, vu les interprétations. Évidemment. Ce qu'il faut comprendre dans l'action publique, et là je suis d'accord, on va venir à la deuxième phase. Prenons les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Oui, que vous avez, mais vous êtes arrivé sur un champ de ruines, c'était pas... Non, c'est pas ça, c'est que il y avait un choix qui était très intéressant, c'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que le problème, pour enseigner à des élèves de CP, CE1, il faut être bien formé. Les écoles normales le faisaient, pourquoi? Parce qu'ils passaient plusieurs années en école normale, et en même temps, ils avaient de l'alternance avec les écoles d'application. Dès lors qu'on est passé dans le monde universitaire, les universitaires prennent évidemment la manne de la formation, mais derrière, ils préfèrent, disons, faire des Master 2 de recherche que de s'occuper du primaire pour lequel il y a une hiérarchie sociale dans l'université, un certain mépris. Il a fallu conduire cette réforme en acceptant, que depuis 90 soit dans le supérieur, de l'autonomie des universités. Donc ça a été une chose très compliquée. Qui n'a pas facilité, effectivement. Je vous le confirme. Mais quand vous êtes face à quelque chose comme ça, ce qu'il faut vous dire, par exemple pour les SP, moi je trouve, d'abord tant mieux que nos jeunes professeurs, maintenant quand ils viennent, ça a coûté 13 000
ETP, comme on dit, équivalent temps plein, ils ont un stage à nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis devant les élèves tout de suite. Oui, devant le fait accompli. Oui, bon, ben, c'est un petit progrès. On peut dire quand même que la gauche a fait quelque chose. Maintenant, je suis très conscient. Je suis très conscient que les ESPE ne sont pas du tout le modèle dont j'ai rêvé. Et même le cahier des charges qu'avec Jean-Paul Delahaye, Claude Lelièvre, quelques-uns, nous avons travaillé, mais point, par 30 ans de passion, il n'est pas respecté. Mais il faut continuer. Il faut aussi, parce que c'est très important de comprendre ça, une réforme ou des réformes, elles ont besoin, y compris quand elles touchent aux mentalités, aux habitudes de travail des gens. Les enseignants sont aussi très déstabilisés, d'abord parce qu'ils n'ont pas vu la cohérence globale, ils ont épris, et ensuite parce qu'on leur demande, parfois, regardez sur le collège, de transformer leur façon de travailler. Donc il faut donner du temps. Et donc, il faut améliorer, voir où ça ne va pas. Moi, je suis très... Alors vraiment, si on me dit, il faut améliorer ceci, faire plus... Mais je regarde et je dis oui. Il n'y a aucune difficulté. Mais vous n'avez pas un goût d'inachevé? Parce que finalement, encore une fois, vous partiez plutôt bien. Vous avez été accueillis avec plutôt de la bienveillance. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, sur les rythmes, est-ce que vous avez été plombé par François Hollande? On se souvient d'une scène qui a été racontée dans les colonnes de Mediapart. Au congrès de l'Association des maires de France, fin 2012, vous avez appris en même temps que l'assistance que François Hollande avait décidé de reporter à la rentrée 2014 l'application de cette désormais fameuse réforme des rythmes scolaires, alors que vous vouliez l'appliquer très vite dès la rentrée 2013. Je vais vous faire une confession, parce que vraiment, ça m'intéresse d'éclairer votre lanterne sur cette question. C'était pas moi, c'était une demande des syndicats. J'ai négocié très longtemps avant, chacun le sait, toutes les réformes que je voulais mettre en place. Elles étaient portées d'ailleurs par un accord syndical qui était nouveau. Ce que m'avait demandé le SNUIPP, c'est dire, c'est très difficile, nous avons 90% de recrutement de femmes. Comme c'est à Bac+5, c'est un métier qui est devenu un métier, non pas le hussard noir prolétarisé qui ressemble à ceux à qui il enseigne, mais un second métier de recrutement. Ils sont lucides, ils savent les syndicats. Ils m'ont dit, on va protester. Mais comment ils pourraient faire autrement? Je n'avais pas en plus les moyens de les augmenter beaucoup. J'ai juste créé l'indemnité qui a été augmentée après. Mais allez vite, parce qu'on sait que c'est l'intérêt des élèves. Le problème, c'est que tout le monde n'avait peut-être, ou que moi, je suis un mauvais communicant, et ça, je le reconnais bien volontiers, mais tout le monde n'avait pas compris exactement cela. Mais ce n'est pas la faute aux autres. Ce serait trop facile pour moi. Mais est-ce que vous avez été soutenu par François Hollande? Parce que c'était une loi ambitieuse. Je crois, si j'ai un merci à lui donner, en tout cas pour ce qui me tient le plus à cœur, c'est, et nous étions préparés ensemble à ça, vous voyez, c'est d'avoir mis Jean Zé au Panthéon, je l'avais souhaité, j'ai mené toute mon action sous l'égide de Jean Zé, c'est d'avoir recréé des postes de professeurs en France, une formation. C'est d'avoir. Donc c'est pour ça, quand on veut jeter le bébé avec l'eau sale du bain, moi je dis non, faites pas ça, faites attention. Et sur beaucoup de sujets, un jour je suis allé voir François Hollande quand il y avait la querelle des classes préparatoires. Oui, on va y revenir. Oui. Et je lui ai dit, on a un problème massif, tu l'as vu les rapports de la Cour des comptes, on donne plus d'argent aux établissements riches qu'aux établissements pauvres. Et notre politique, qui doit être une politique de solidarité, d'aider ceux qui ont le moins, de permettre à tous ces enfants de réussir, de retrouver la vraie méritocratie républicaine, suppose qu'on y mette des moyens. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de présidents qui auraient dit dans la situation budgétaire où on était, où j'étais déjà consommateur d'argent, puisque j'embauchais beaucoup de jeunes professeurs, on rajoute 350 millions d'euros d'un coup pour mieux payer les professeurs et donner plus de moyens dans ces écoles, avec moins d'heures de travail aussi pour les professeurs. Donc de temps en temps, il faut avoir un peu de reconnaissance quand on a des vraies passions. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas été le ministre d'autres présidents, mais ce président m'a permis de faire des choses que d'autres n'avaient pas faites, ou des faites même, et ces choses, je vous le dis, elles resteront parce qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes pour les enseignants, bonnes pour les élèves. Il faut les améliorer, on les améliorera. Évidemment, mais par exemple, encore une fois, la réforme des rythmes scolaires qui est assez symbolique de votre passage rue de Grenelle, quand vous mettez en place cette réforme des rythmes avec les activités périscolaires, en même temps, dans le même temps, les budgets des collectivités locales sont drastiquement coupés. À quel moment vous imaginez que cette équation va fonctionner et que ça allait pouvoir marcher, sachant que c'est les communes qui financent ces activités? D'après l'enquête 2016 de l'Association des maires de France, encore aujourd'hui, 70% de ces activités restent à la charge des communes. Vous avez parfaitement raison, madame, et d'abord, je vous remercie parce que dans le fond,
où vous essayez de faire en sorte d'expliquer que peut-être je n'ai pas été toujours aidé comme il aurait fallu. Je vous rappelle aussi que la dotation globale de fonctionnement, sur laquelle il fallait prendre les 50 €, dépendait du ministère de l'Intérieur. Comme ça, vous aurez un panorama complet. Mais ce n'est pas ma conception de l'action politique. Je me suis tué pendant 3 ans. Quand on est dans le combat politique, on gagne ses rapports de force. Si on les perd, on ne va pas gémir. Hein. Et si je dois porter la réforme des rythmes scolaires, qui, franchement, n'était pas la réforme de l'école, c'était les 5 matinées. Le périscolaire ne relève pas de l'éducation nationale, il relève des collectivités locales. Mais c'est ce qui vous colle à la peau, donc... C'est pas grave. Vous voulez vraiment des hommes politiques qui se disent c'est ça qui me colle à la peau, c'est l'image qu'on se fait de moi quand je me regarde dans le miroir. Moi, j'ai fait une réforme qui s'appelle la refondation républicaine de l'école, et cette réforme, même la droite, n'osera pas revenir dessus. Justement, sur cette... oui, d'accord. Et elle a été votée par toute la gauche. Évidemment. Évidemment, non. Il n'y a pas eu beaucoup de lois votées par toute la gauche dans ce quinquennat. Certes. Mais ça nous a coûté alors des nuits de travail passionnantes. Donc, depuis le mois de mai, vous devez le savoir, il y a 90 lycées d'éducation prioritaire réunis dans le collectif Touche pas Mazep qui manifestent pour que leurs moyens soient maintenus et qu'un vrai statut leur soit octroyé. Vous leur répondez quoi à ces enseignants, vous qui avez écarté les lycées de la réforme de l'éducation prioritaire dont vous êtes assez fiers, il me semble. Oui, c'est vrai que, enfin, fier, pas à titre personnel, je pense que c'est bien pour le pays et qu'on est très loin du compte, hein, parce qu'on verra les résultats dans quelques années. Je pense qu'il faudra quand même faire plus encore, et beaucoup plus, et pour la suite, pour les lycées. La difficulté, donc ça aussi, je vais l'assumer tout seul. Dans la contrainte budgétaire, nous avons décidé à ce moment-là, primaire, collège. Et je pense maintenant, c'est d'ailleurs dans mon projet, de passer au bac -3, bac +3, et que les inquiétudes et les revendications de ceux qui sont dans les lycées prioritaires sont légitimes. Je pense, si on va un peu plus loin, mais vous êtes une passionnée d'éducation, que si on prend bac -3, bac +3, qui est la grande affaire du quinquennat qui va venir, hein, y compris parce que le choc démographique que nous avons eu là sur le primaire, qui a aussi mangé des postes parmi ceux qu'on avait, arrive maintenant à ce niveau-là, et en particulier au début du supérieur. Là, nous avons 3 lycées. Nous sommes déjà lycée professionnel, lycée technologique, lycée général. Et donc, je pense qu'il faut, là aussi, donner tous les moyens à ceux qui, vont avoir les situations les plus difficiles, hein, pour mieux travailler. Et donc, c'est mais pourquoi vous les avez sacrifiés à ce moment-là ? On ne les a pas sacrifiés puisqu'on n'a pas enlevé les moyens. On n'a pas donné des moyens davantage. Mais là, ils sont un peu dans un flou artistique. Mais parce qu'ils n'ont pas les 350 millions d'euros que les autres ont eu. On n'a enlevé à personne, on n'a pas rajouté. Et là, ils se disent, comme on n'a pas redonné un statut, vous savez, les nouveaux statuts, j'ai peur d'embêter tout le monde, moi, quand je parle d'école. Hein, REP, REP+, il n'y a pas pour le... Et donc, je vous dis, moi, je pense que le quinquennat de gauche prochain doit poursuivre la refondation de l'école, j'appelle ça l'acte 2 de la refondation républicaine de l'école, et s'attaquer maintenant, c'est beaucoup plus vaste qu'un seul point. Il faut toujours essayer d'avoir l'ensemble des questions. Le statut des lycées professionnels, les campus des métiers, comment on permet à des gamins qui ne sont pas en situation, y compris par des orientations totalement négatives dans notre pays, de se projeter comme demain ingénieurs, techniciens supérieurs, etc. Donc c'est tout ça. Mais sur la question très précise du collectif, moi je dis, et je pense que ça ne pose aucune difficulté d'ailleurs à gauche, bien entendu, il faut qu'ils aient, comme les autres, un statut particulier et davantage de moyens. Mais je suis même gêné avec cette idée, je veux le préciser, de davantage de moyens. C'est qu'en réalité, c'est d'ailleurs un des problèmes de cette affaire, c'est qu'on fait croire qu'on donne davantage de moyens. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et même les rapports de la Cour des comptes le montrent, c'est comme on met des jeunes professeurs qui sont moins payés, et si vous faites le total, on continue de mettre plus de moyens à H4 que dans les endroits les plus difficiles. Oui, dans les beaux quartiers latins à Paris. Heureusement que vous êtes là. Qui ne voient pas. Bien. Vous avez employé un mot, le mot « temps ». Et de ce point de vue, Lénaïque voudrait insister sur ce point, le mot « temps ». Effectivement, vous savez très bien que pour réformer l'école, il faut du temps. Vous avez d'ailleurs parlé d'un acte 2, ça fait partie des points forts de votre programme que vous avez présenté là pour cette primaire. Il y a quand même une contradiction qu'il faut que vous nous expliquiez. C'est pourquoi vous avez fait le choix de quitter le ministère de l'Éducation nationale en 2014. Je m'explique quand je dis le choix, parce que vous avez décidé d'être alors candidat à l'élection européenne et que vous aviez dit que si vous étiez élu, de toute façon, vous siégeriez à Bruxelles ou à Strasbourg.
Vous ne vous êtes pas donné le temps. Comment vous expliquez justement que vous avez renoncé à ce temps long des réformes de l'éducation nationale? Et vous avez confirmé votre réputation de type qui joue un peu perso. Alors bon, il faut bien comprendre que vous vous souvenez que le premier jour de mon arrivée au gouvernement, on me demande à France Inter, est-ce que vous ferez ce qui est la promesse, dans le fond, du gouvernement, c'est-à-dire le retour à la semaine de 5 matinées? Je réponds oui, et c'est le premier couac. Et à partir de là, je vais une autre fois dans une émission, je dis il y a un problème de santé publique avec et on pourrait ouvrir un débat. C'est le deuxième couac. Sur le cannabis. Oui, sur le cannabis, deuxième couac. Et puis, on vient d'en parler, le problème de la DGF. Est-ce que vous vous souvenez d'une bagarre très dure sur les ABC de l'égalité? Je n'ai jamais cédé. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti? Vous vous souvenez des ABC de l'égalité? Oui, je me souviens. Ils les ont supprimés. Ils ont été supprimés. Et sur le temps scolaire, ce que demandait M. Gaudin, qui ne met jamais un sou, et qui m'a expliqué d'ailleurs, les Comoriens, ils ne votent pas pour moi, donc on ne va pas mettre de sous dans les écoles populaires. Lui, il demandait le week-end de 2 jours et demi. Benoît Hamon, qui est très à gauche, lui a fait le week-end de 2 jours et demi. Et Jean-Paul Delahaye, une éminence, a démissionné, un haut fonctionnaire, parce que ça heurtait tous ses principes. Et il est parti avec moi. Ça, c'était déjà en route un peu avant. C'est parce que vous avez perdu trop d'arbitrage que vous avez fait le choix de partir? C'est parce que je ne pouvais pas faire davantage et qu'ils ne souhaitaient pas que je fasse davantage. Vous savez, après, comme vous le voyez, j'ai quand même certaines convictions. Je savais que plutôt que de me retrouver totalement en dehors de toute vie politique, on parlera de ce que j'ai fait au Parlement européen, il fallait que je leur dise d'abord mon mécontentement et que je mène le combat politique à ma façon. J'y suis aujourd'hui. Mais ne vivons pas non plus, parce que vous ne donneriez pas la réalité aux gens dans un monde de bisounours. Quand on entre dans la politique et qu'on a des convictions, on se bat. Et il peut arriver à des moments, je n'ai pas eu que le gouvernement contre moi, j'ai eu l'opinion publique, j'ai eu presque l'entièreté des médias en disant cette réforme tous les jours. Bon, c'est difficile. Donc il y a un moment où vous dites, voilà, j'ai fait l'essentiel, j'ai voulu faire la réforme de l'éducation prioritaire. J'ai préparé entièrement la réforme du collège. Après, on a accusé Najat Vallaud-Belkacem, mais je prends tout sur moi. C'est moi qui voulais cette réforme et elle existe maintenant et j'en suis heureux. Donc l'essentiel était fait. En 22 mois, le bilan de l'éducation nationale, y compris sur les décrocheurs, 140 000 quand je suis arrivé, 110 000 quand je suis parti, 95 000 maintenant. Tout ça a été fait avec des équipes qui travaillent avec moi depuis des années. Et après, on ne nous permettait pas d'avancer davantage. On était nous-mêmes en difficulté, nous revoilà.